Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire où on se propose de partager avec vous un retour d'expérience sur une analyse de risque dans un contexte industriel. Donc on va commencer par se présenter les uns et les autres puisqu'on sera 3 personnes à intervenir aujourd'hui. Donc je vais commencer par moi-même. Donc Pierre Corbel, donc je suis directeur conseil chez Iminetti. Denis, je te laisse. Donc, ouais, Denis Perron, donc responsable du développement commercial chez STEMI et chargé d'affaires. Donc, j'ai deux casquettes sur la partie commerciale et aussi chargé d'affaires sur le suivi des projets, notamment de contrôle commande. Bonjour à tous, Tony Edou, je suis product owner au sein de la société Alfortech pour toute la partie cyber. Concernant les questions, ce qu'on fera, c'est que vous pouvez poser au fil de l'eau vos questions dans le chat et on tentera d'y répondre au meilleur de nos capacités à la fin. On se donne, nous, environ 40-45 minutes pour faire part du retour d'expérience et puis comme ça, après, il nous restera du temps pour échanger avec vous. Je te laisse la main, Denis, sur STEMI. Ouais, donc une présentation de STEMI. Donc, nous sommes une société d'électricité, automatisme et maintenance industrielle basée dans l'Ain. Près de Bourg-en-Bresse, pour ceux qui connaissent, nous sommes spécialisés dans tous les métiers de l'électricité, mais avec une spécificité. Donc, on va parler aujourd'hui sur la partie ingénierie, automatisme, supervision et contrôle commande, pardon. Ma spécificité en tant que chargé d'affaires, moi, je travaille sur tout ce qui est métier de l'eau et hydraulique. Donc, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, on est un peu moins d'une centaine de personnes avec l'intégralité des prestations intégrées chez nous, que ce soit la partie étude jusqu'à à la réalisation sur site. Voilà, chiffre d'affaires, bon, 11 millions et demi d'euros, quelques chiffres quand même. Voilà. Merci Denis. Donc pour notre part, Emineti by Niji, donc on est la filiale cybersécurité, audit et conseil de Niji. Donc nous on intervient sur de nombreux champs, mais là pour ce qui nous concerne plus particulièrement aujourd'hui, donc sur la partie gouvernance et identifiée, notamment au travers de nombreuses analyses de risque avec la méthode des bio-CRM qui sont réalisées chez des clients divers et variés. Et donc nous sommes membres actifs du Club EBIOS depuis la création de la société il y a maintenant 3 ans. On a aussi voilà, des qualifications de l'ANSSI, notamment sur le PASI RGS pour la partie audit. Et alors pour la partie All4Tech, donc nous on est éditeur logiciel, on est un éditeur spécialisé dans les logiciels d'analyse et de pilotage des risques cyber. On a des outils qui sont labellisés par l'ANSSI. Il y a un peu plus de 25 ans d'activité dans le monde de l'édition. Alors aujourd'hui, près de 200 comptes différents dans tous les secteurs d'activité. Et puis pour ceux d'entre vous qui arrivent à localiser Laval, eh ben on est aux portes de la Bretagne, en Mayenne. On va commencer par une petite introduction, une petite piqûre de rappel autour de la méthode EBIOS-CRM. Alors, le sujet de l'analyse de risque en France, c'est un sujet qui est, dans le domaine cyber, un sujet relativement vieux. J'allais dire les premières itérations, les premières fois où le terme est utilisé, ça date du début des années 80. En France en particulier, il y avait à l'époque une production documentaire qui s'appelait, pour les plus anciens d'entre vous, la fiche Féroce. Et cette production documentaire a mené de fil en aiguille un certain nombre d'experts à créer une méthode qui était dédiée, qui s'appelait la méthode EBIOS. C'est une méthode qui a vécu, pour laquelle il y a eu un certain nombre d'itérations. La première qu'on retrouve beaucoup dans le monde industriel, c'était la méthode EBIOS 2010. Il y a eu une très très grosse mise à jour, une refonte, j'allais dire, du cadre général qui a été proposée en 2017-2018 et qui s'appelle aujourd'hui EBIOS RM. C'est ce qui va nous intéresser dans le cadre de ce retour d'expérience. Alors, l'objectif d'une analyse de risque, ce n'est pas de vous protéger des risques. Ce n'est pas du tout le principe de la démarche. C'est un support de communication, une analyse de risque. L'objectif, ça va être vraiment d'être capable d'identifier les risques principaux auxquels vous êtes exposé et puis de vous permettre d'en parler avec un vocabulaire commun, à la fois avec les métiers et puis avec les décideurs. Voilà.
deux caractéristiques principales, j'allais dire, de cette méthode d'analyse de risque. La première, c'est que aujourd'hui, dans le monde de l'analyse de risque cyber, on ne recherche plus du tout l'exhaustivité. On cherche la représentativité, avoir une vision complète de tous les risques auxquels on est exposé. C'est quelque chose qui n'est hélas plus réaliste. Donc, on va chercher à avoir les bons risques, les risques les plus significatifs et à intervenir sur cela. Et le second point, c'est que c'est une méthode qui, par nature, se veut très, très agile, c'est-à-dire à la fois capable de passer à l'échelle, quelle que soit la taille du périmètre sur lequel vous intervenez, sa complexité, etc. Il y a plein de mécanismes qu'on va avoir l'occasion de voir, hein, et qui permettent de scaler correctement, et puis une capacité à produire des résultats à tous les points de l'analyse de risque. En fait, quel que soit votre niveau de maturité, vous allez pouvoir tirer de ce genre de choses, de ce genre d'activité, des informations intéressantes et puis des choses qui vous feront progresser. Alors très très rapidement, parce que ce n'est pas l'objectif aujourd'hui, mais un petit tour des 5 ateliers. Donc 5 ateliers. Atelier, c'est un sens particulier, c'est-à-dire qu'il y a des gens autour de la table. C'est une activité collaborative, l'analyse de risque en 2024. Un premier atelier qui est un atelier bilan. On fait le point sur la situation dans laquelle on se trouve. Un second atelier où on essaie de s'intéresser à qui peut nous attaquer. Les ateliers 3-4, c'est plutôt des ateliers où on essaie de répondre à la question du comment une attaque peut se produire. Et puis l'atelier 5, c'est un retour à des activités qui sont plutôt classiques. Ce sont des activités de remédiation. On a identifié des risques, on va essayer de trouver des solutions. Voilà pour moi, voilà pour le rappel. Merci Tony. Allez, voilà, simplement sur la partie préambule de la mission, c'est pour rappeler un peu comment on a été amené à travailler avec Niji sur ce sujet. Il y a 2 ans de ça, et un appel d'offres est sorti sur lequel la couche cybersécurité avait une importance sur une rénovation donc, de contrôle-commande de barrage. Le CCTP mentionnait une analyse, il était demandé clairement une analyse EBIOS-CRM sur la partie cybersécurité. Pour notre part, nous, on est spécialiste du contrôle-commande, de l'automatisme, du matériel, mais pas forcément de cette partie-là, hein, qui est vraiment un métier à part, et on va le dérouler au fur et à mesure du webinaire, mais il faut des gens pour nous accompagner, nous, société d'intégration ou même client final, hein, pour mener à bien la mission, parce que ça demande voilà, vraiment des compétences. Et pour notre part, voilà, moi, en fait, à la lecture du cahier des charges, donc il y avait une demande sur la partie EBIOS-CRM. Tout naturellement, on allait contacter le club EBIOS France, dont parlait Pierre en introduction, voilà. Et on est arrivé donc à entrer en contact avec Niji sur cette partie-là pour répondre, nous aider d'une première part à répondre à l'offre avec une offre structurée, une approche technique en expliquant les ateliers et la démarche. Et, voilà, donc ça a été la première partie. Et donc on a remporté l'appel d'offres de rénovation de ce contrôle commande. Et donc voilà, après, derrière, on a première étape avant de développer la partie technique, même si elle était déjà bien cadrée, c'était de réaliser cette analyse de risque qui a duré, Pierre en reviendra, on va dire, sur 6 mois. Voilà, afin d'intégrer la cybersécurité et des aspects qu'on n'aurait pas vu ou que le client n'aurait pas mis en évidence tout de suite dans notre développement et dans ce futur contrôle commande. À savoir que les matériels principaux, automates de télégestion, ont été aussi choisis. Dès le départ, c'était des prescriptions techniques fortes, et nous, on s'est appuyé aussi là-dessus, sur des matériels qui étaient agréés ANSI pour permettre, dès le départ, de pouvoir intégrer cette couche cybersécurité dans la partie matérielle. Voilà, parce qu'il y a la partie réseau, mais la cybersécurité, c'est un peu plus large que la partie matérielle pure. C'est surtout ce que j'ai appris aussi
cette mission, c'est qu'il y a la partie matérielle, on parle de cybersécurité, on parle souvent de firewall, de VPN, de tout plein d'outils techniques, mais il y a avant tout aussi plein d'autres sujets qui ont été mis en évidence dans les ateliers. Je prends des exemples sur des ports USB accessibles facilement, c'est des petites choses, c'est pas le filtrage, il peut avoir des choses voilà, liées vraiment à l'informatique et à l'automatisme et des choses qui sont du contrôle liées au contrôle d'accès. Donc Merci. voilà. Merci. Peut-être revenir sur les enjeux aussi du métier de l'eau, je te laisse. Ouais, sur ces enjeux, alors les métiers de l'eau, aujourd'hui la cybersécurité, c'est pas que les métiers de l'eau, c'est un sujet dans toute entreprise, hein, que ce soit pour des entreprises privées, c'est comment s'assurer de maintenir son activité parce qu'aujourd'hui on dématérialise, on digitalise, donc il y a la partie cybersécurité de plus en plus présente à l'intérieur des sociétés, mais dans les métiers de l'eau, plus particulièrement, il y a, pour vivre, il faut boire de l'eau. Quand je parle de la partie eau potable, c'est surtout cette partie-là aussi. Ah. La partie eau potable, où là, il y a une grosse sécurisation parce que bon, voilà, il peut y avoir des risques et il s'est passé des choses. Vous avez quelques articles là dans des pays, pas chez nous, mais dans certains pays où il y a déjà eu des attaques parce qu'on peut faire beaucoup de mal avec des attaques sur la partie eau et ça devient vraiment une préoccupation. Et après, il y a les enjeux sur la partie hydraulique, bien évidemment, parce qu'il y a un risque plutôt. Suivant le type d'attaque, et c'est ce qu'on a appris sur cette analyse, voilà, on peut avoir des choses, des attaques plutôt sur la partie pour avoir de l'argent, mais il faut savoir que sur la partie hydraulique ou métier de l'eau, il y a aussi tous les dégâts collatéraux qu'il peut y avoir s'il y a une intoxication ou des vannes qui s'ouvrent. Par exemple, sur un barrage, il y a des enjeux voilà, qui sont vraiment de plus importants on le voit, nous, de notre côté, il y a beaucoup plus de demandes en termes sur les CCTP, sur les demandes de nos clients, d'intégrer cette partie cybersécurité comme un enjeu hydraulique sur la partie structurelle. Merci Denis. Donc là, un petit rappel du contexte vraiment pour le coup de la mission. C'est une slide qui a été réalisée pour la synthèse de restitution. Donc on est sur un contexte interne où il y a un métier qui est particulier, donc avec trois missions principales finalement de ce barrage. C'est décréter les crues, c'est-à-dire d'éviter qu'on ait trop d'eau à un instant donné et des inondations. Soutenir l'étiage, donc c'est à l'inverse, s'assurer qu'il y ait toujours un minimum d'eau dans le cours d'eau pour éviter que l'environnement soit atteint, voire même que plus loin, il y ait des industries ou autres qui soient impactées par ce manque d'eau. Et puis, il y a aussi un souci de production d'électricité. Donc une organisation du projet est quand même assez complexe puisqu'il y a pas mal de monde autour de la table. On le verra aussi tout à l'heure au niveau du lancement de la mission. Mais on a à la fois un maître d'ouvrage, un exploitant du barrage et aussi donc STEMI qui est en charge de la rénovation. Et par contre une vraie volonté de lancer une démarche de cybersécurité. Donc c'était clairement la première fois qu'il y avait ce type d'analyse de risque sur l'ouvrage. Mais pour le coup il y avait une vraie envie des différentes parties prenantes. Et en externe, beaucoup de prestataires et de partenaires, finalement, puisque on a ce que j'ai simplifié par la puissance publique, que ce soit la préfecture, DREAL et autres, un producteur d'électricité, de nombreux prestataires informatiques, des prestataires aussi sur la partie plutôt bâtiment. Et puis, on est tous un peu aussi, sans le savoir, des usagers de ce type d'infrastructure. Donc, il y a des collectivités, des centrales nucléaires, etc., des agriculteurs, mais aussi même nous, on va dire presque en tant que citoyens, si on habite dans certaines parties, on va dire au bord de grands fleuves ou de rivières, ça peut être le cas aussi. Donc voilà pour le contexte général de la mission. Ensuite, sur le déroulé de la mission, donc c'est une mission effectivement qui a duré du 23 janvier au 20 juin. Au début, il y avait une ambition d'aller un peu plus vite et puis on a eu besoin quand même de ce temps-là pour vraiment travailler le sujet et puis avoir à chaque fois tous les bons interlocuteurs autour de la table. Donc,
Concernant la couverture des 5 ateliers sur lesquels Tony revenait rapidement tout à l'heure, donc nous, on a une approche un peu propre chez Minetti qui fait qu'on organise des ateliers par ce qu'on appelle métier, écosystème, scénario de risque et traitement, mais in fine, on va traiter tout ça. Et donc, je vais revenir par la suite sur la façon dont on a déroulé ça, mais avec beaucoup, voilà, beaucoup d'échanges. C'est ce qu'il faut retenir aussi de ce type de prestations et d'ateliers. Nous, c'est vrai qu'on arrive, on est les spécialistes de la méthode, mais on n'est pas les spécialistes du métier, on n'est pas forcément les spécialistes des automatismes qui peuvent être mis en œuvre. Donc, il faut vraiment qu'on échange un maximum avec notamment l'exploitant et STEMI aussi pour savoir ce qui a de l'impact et ce qui doit être pris en compte. Donc, pour revenir un peu plus dans le détail sur les différentes phases de la mission, donc la première phase, ça a été une réunion de lancement. Donc, on vous a mis là un extrait, c'était simplement pour vous montrer que voilà, on voyait des couleurs différentes parce qu'on a des organisations différentes. Donc, finalement, on se retrouve à 4 organisations autour de la table, c'est-à-dire nous, STEMI, l'exploitant et la maîtrise d'œuvre. Et bah, forcément, pour chacune de ces organisations, il y a plusieurs interlocuteurs. Donc voilà, et on se retrouve avec quand même une réunion de lancement où on est assez nombreux. Donc là, tout de suite, ça peut être un défi. Mais pour nous, c'était intéressant aussi de prendre connaissance du contexte. Tu voulais dire quelque chose, peut-être, Denis, là-dessus Non, ce que je voulais juste dire, oui, c'est que c'est un défi et c'est vraiment l'approche, c'est pour ça il faut vraiment un interlocuteur qui puisse gérer les réunions. C'est ce qui était fait de main de maître pour réussir à mettre tous les acteurs autour de la table et arriver à mener à bien ces ateliers. Ouais. C'est vraiment un point important, le lancement, et puis de faire passer les messages, de mobiliser, que tout le monde puisse mobiliser ses équipes pour mener à bien cette mission qui demande beaucoup de monde autour de la table, surtout dans ce contexte-là où on a beaucoup d'interlocuteurs divers et variés, avec chacun aussi des DSI. Donc en cascade, on peut être très très nombreux autour de la table et ça peut être vite très compliqué à mener si c'est pas structuré. Ça a bien été structuré, donc c'est important. Après aussi, il y a une étape très importante pour nous, ça a été d'aller sur site. Il y a eu une visite du barrage pour qu'aussi on puisse prendre conscience vraiment de l'enjeu, de ce que c'est qu'un ouvrage de ce type-là et de comment ça fonctionne. On en a profité pour faire dans la foulée des ateliers en présentiel. Donc ça nous a permis aussi comme ça de créer vraiment du lien avec les différentes parties prenantes. C'était vraiment intéressant et c'est ce qui nous a permis par la suite, je reviendrai là-dessus sur les autres étapes, mais de faire pas mal de choses à distanciel puisqu'il y avait eu quand même cette visite initiale et ces ateliers pour vraiment lancer la démarche. On a fait le choix, vu qu'on n'était pas sur un périmètre avec une forte maturité, c'était vraiment la première analyse de risque, de partir en termes de socle de sécurité, c'est-à-dire les mesures de sécurité qu'on attend sur le guide d'hygiène de l'ANSSI, plutôt que certains référentiels spécialisés sur l'industrie. Ça nous paraissait plus simple aussi pour embarquer l'ensemble des personnes. Forcément, un peu comme dans beaucoup d'analyses de risque, on s'est aperçu que ce socle-là n'était pas forcément totalement respecté au moment du démarrage des travaux. Donc, il y avait notamment quelques bonnes pratiques manquantes sur la sensibilisation, la sécurisation des postes de travail, la gestion des accès. Mais voilà, c'est des choses que comme ça, on a pu aussi réutiliser derrière sur toutes les parties ateliers pour les scénarios de risque et plans de traitement des risques. Contrairement finalement aussi à peut-être certains systèmes, on avait la chance là d'être dans une rénovation, donc ce qui fait qu'on a pu un peu euh, on va dire, ne pas être trop embêté avec tout ce qui est maintien en condition de sécurité, parce que c'est vrai que c'est souvent un challenge dans les systèmes industriels où là, on a souvent des systèmes vieillissants où on peut avoir vraiment des craintes là-dessus. Donc là, vu qu'on changeait vraiment toute la partie automatisme, au moins ça, on en faisait abstraction sur cette partie-là. Par contre, il n'empêche que voilà, il peut quand même toujours y avoir des systèmes obsolètes sur la partie bureautique. Donc ça a bien été pris en compte. Et puis ensuite, donc pour nous, vraiment
enfin, ce qui a été, je pense aussi extrêmement intéressant d'un point de vue consultant cyber pour nous, bah, ça a été tout l'aspect vraiment métier avec la définition des valeurs métiers. Donc là, on vous a mis les 4 valeurs métiers qui avaient été retenues. Donc l'écrêtement des crues, le soutien de l'étiage, j'en ai déjà parlé, la production d'électricité, et puis une quatrième par rapport au métier que j'évoquais précédemment, bah, c'est l'exploitation du barrage, puisque tout ça ne peut, enfin, tous ces services ne peuvent être rendus que si l'exploitant est en capacité d'exploiter le barrage. Et donc derrière aussi, ben, pour nous, des événements redoutés qui sont peut-être pas tout à fait dans ce qu'on peut voir quand on fait une entreprise de service ou des choses comme ça. On va avoir voilà, des notions de respect ou pas du débit, de variation du débit, de la cote, de la communication avec les prévisionnistes. Donc finalement, on se rend compte qu'on a des événements redoutés qui sont très axé intégrité ou disponibilité des systèmes ou de l'information et très peu sur la confidentialité. On n'a pas forcément d'enjeux de confidentialité, on a plus des enjeux voilà, de disponibilité et d'intégrité, puisque pour prendre un exemple tout simple sur la communication avec les prévisionnistes, ben, si on reçoit les mauvaises provisions météorologiques, etc., on va peut-être pas assez anticiper, pas assez ouvrir les vannes, et donc quand on va y avoir vraiment de fortes pluies, on va se retrouver avec un barrage qui risque de déborder, ce qui peut d'ailleurs avoir aussi des impacts sur la structure même de l'ouvrage. Et donc, on va être obligé de relâcher de l'eau, alors que peut-être, ben, on peut imaginer créer une inondation sur des populations par la suite. Donc voilà, c'est tous ces aspects-là qui étaient vraiment assez nouveaux et intéressants pour nous. Et donc voilà, on est vraiment sur des événements redoutés assez typiques. Et ensuite, sur les biens supports, qui sont vraiment ce qu'on a vu aussi à ce moment-là, bah, la particularité, c'est vraiment la variété, puisqu'on va à la fois avoir un système de gestion assez classique avec des applications métiers. Bah, il faut, pour communiquer avec l'extérieur, il faut avoir des échanges d'emails, des choses comme ça. Mais on va aussi avoir donc toute cette partie vraiment purement équipement industriel avec les automates, les capteurs, le SCADA. Et donc, c'est là où forcément l'apport aussi de STEMI et l'exploitant était important pour nous, puisque là, on est sur des fonctionnements qui sont souvent moins connus de notre côté d'un point de vue consultant. Je ne sais pas, Denis, si tu voulais réagir sur cette partie-là. Moi, ce que je pourrais juste rajouter, c'est toujours intéressant de pas forcément avoir des personnes qui connaissent trop le métier. Ça permet d'ouvrir des questionnements et des voies sur lesquelles, voilà, quand, quand on connaît trop des fois le métier et qu'on fait des analyses en ayant vraiment la connaissance du métier final, il y a peut-être des choses qui passent un peu, qui peuvent passer aussi un peu à travers. Là, c'est vrai que j'ai trouvé sur ces ateliers-là où voilà, il y a des questions, vu qu'on ne connaît pas, les personnes n'avaient pas forcément une bonne connaissance du métier du barrage, hein, donc de ces valeurs métiers, mais en questionnant, voilà, ça permet aussi d'aller sur des voies ou des sujets d'échange qui permettent voilà, d'ouvrir des questionnements qu'on n'aurait pas forcément. Que même nous, on s'est vraiment rendu compte de choses sur lesquelles on avait peut-être certaines pratiques devant les yeux, de mauvaises pratiques devant les yeux, mais qu'on ressent pas ou qu'on voit pas parce qu'on est peut-être tous les jours dedans. Et je trouve que c'est vraiment cette prise de hauteur d'avoir vraiment quelqu'un qui nous accompagne dans cette démarche à tout le monde, bah, nous faire prendre conscience des pratiques de tous les jours, voilà, sur notamment certains aspects qui sont pas liés forcément au contrôle commande pur, mais voilà, des échanges avec les prévisionnistes, ces choses de là, ces autres aspects autour purement de l'outil industriel, de l'automatisme. Voilà. Merci. Voilà. De notre côté, c'est ce qui m'a vraiment sauté aux yeux. Ensuite, donc, il y a eu une deuxième phase, donc là, qui s'est plus passée aussi en distanciel, comme je l'évoquais précédemment. Donc, sur les phases, pour les gens qui sont plus habitués à la méthode de atelier 2 et 3, donc notamment l'identification des couples sources du risque et objectifs visés. Donc, il y a eu d'abord une recherche en source ouverte et après vraiment l'apport aussi des sachants métiers. Donc, pour au final euh, conserver
quatre grands couples, quatre principaux couples, pardon, de sources SROV. Les organisations criminelles à but lucratif, puisque comme on l'a vu dans l'exemple précédent sur les enjeux du métier de l'eau, il y a déjà eu des cas d'attaque par ransomware sur des barrages ou sur des gens qui gèrent l'eau, que ce soit dans le monde ou voire même en France. Ensuite, c'est tout ce qui est organisation terroriste avec un but d'entrave plutôt au fonctionnement, puisque là aussi, on voyait l'exemple aux États-Unis donc d'un groupe supposé iranien qui avait pris la main sur un barrage. Et puis, c'est des choses qu'on peut imaginer dans des contextes un peu tendus comme ils sont depuis quelques années. Et ensuite, des choses, alors peut-être un peu moins graves, mais qui pourraient aussi avoir des conséquences. C'est des vengeurs internes qui chercheraient à entraver aussi le fonctionnement parce que mécontents de la situation, voire même des amateurs qui, par amusement, alors là, c'était notamment lié au fait que sur un barrage, vous avez aussi de l'affichage public, en fait, pour prévenir les gens de certaines choses, etc. Donc, il y avait aussi éventuellement cette crainte que ces affichages-là soient détournés et puissent créer un sentiment aussi éventuellement de panique dans la population. Et donc, forcément, on a à chaque fois identifié la pertinence de ces couples et on a retenu ces quatre-là. Ensuite, un gros travail aussi sur les parties prenantes. Donc là, on vous a mis des extraits de l'outil ARM d'All4Tech. Vous voyez, dans le premier extrait, c'est vraiment les couples SROV. Le deuxième, où il y a vraiment beaucoup de points, qui soient rouge, orange ou vert. Donc là, c'est les 37 parties prenantes qui ont été identifiées sur le périmètre de l'analyse de risque. Donc là, on est quand même sur un nombre assez important, ce qui a entraîné des travaux aussi assez importants côté exploitant pour après calculer tous les niveaux de fiabilité cyber de ces parties prenantes-là. Et puis, une première itération aussi des scénarios stratégiques pour commencer finalement à avoir vraiment une vue grâce à ces parties prenantes des points d'entrée potentiels ou pas pour attaquer l'ouvrage. Continue. Donc après, voilà, comme je disais, un travail en chambre assez important, côté notamment exploitant, pour noter toutes ces différentes parties prenantes. Et comme je disais, il y en avait un certain nombre. Donc là, comme j'ai pu le dire sur la partie contexte, on est vraiment sur des parties prenantes assez diverses et variées, mais avec, voilà, pour ce qui nous intéressait, nous surtout, c'était les parties prenantes prestataires informatiques ou bâtiments, puisque là, c'est des gens qui ont soit accès au bâtiment en physique, soit au système d'un point de vue logique. Ensuite, une analyse aussi de notre côté, vraiment de toutes les informations qui avaient pu être collectées lors de la visite du barrage auprès de l'exploitant de STEMI et de la maîtrise d'ouvrage pour commencer vraiment à dessiner des premiers scénarios de risque. Et puis, on a après itéré ces scénarios au travers de différents ateliers avec les différentes personnes. Et oui, effectivement, entre-temps, j'allais l'oublier, on avait restitué aussi tout ce qui a été validation des ateliers 1 et 2 pour être sûr avant de se lancer dans les scénarios qu'on était voilà, tous d'accord sur les valeurs métiers, les événements redoutés, les biens supports et les couples de risque, les couples, pardon, sources de risque, objectifs visés. In fine, donc on a retenu 10 scénarios opérationnels, puisque, comme disait aussi Tony dans la petite introduction sur la méthode des biocérèbres, la méthode n'a pas vocation à être forcément complète et exhaustive. L'idée, c'est à chaque fois de garder, comme on voyait là pour les couples SROV, les plus impactants, ceux qui ont vraiment le niveau de critique le plus fort. Et donc sur les scénarios opérationnels, c'est ce qui a été fait. On arrive à 10 scénarios de risque, dont 3 élevés. Alors avec des scénarios qui finalement passent pas énormément dans ceux qui ont été retenus par des parties prenantes. On est plus sur des scénarios d'attaque directe, avec aussi beaucoup d'aspects de sécurité physique. On imagine avec de l'intrusion physique ou du piégeage de matériel, etc., pour essayer d'avoir un impact sur le fonctionnement du barrage, de son système de contrôle-commande et in fine du barrage. Donc voilà, on est vraiment sur des scénarios où il y a beaucoup de choses comme ça, hors bien sûr vengeur interne, puisque là on est sur un cas particulier où les gens peuvent être déjà sur l'ouvrage, et avec aussi pas mal
enfin pas mal, moins, mais aussi quelques craintes sur l'exposition à l'extérieur, puisque on est quand même aussi sur des enjeux où on est sur des systèmes où on a quand même toujours ce besoin de communiquer. Donc, comme je l'expliquais, il y a le cas par exemple des prévisionnistes pour connaître la météo et anticiper au niveau du barrage, mais il y a aussi le fait qu'on demande de plus en plus à ce type d'ouvrage de communiquer avec l'extérieur, de remonter de l'information à la puissance publique et autres. Donc, il y a aussi toujours cet enjeu d'avoir des communications, mais qu'elles soient bien sécurisées. Donc là, l'analyse de risque aussi a pu mettre en avant voilà, certaines pratiques qui n'étaient peut-être pas tout à fait à l'état de l'art. Et ça a fait naître des réflexions aussi sur les capacités ou pas d'accéder à ce réseau-là depuis l'externe et de le faire de manière protégée. Comme je le disais, une des particularités aussi de ces systèmes-là, c'est quand même le cycle de vie qui est, même si il n'est peut-être pas aussi important que sur d'autres industries, là, sur ce type de barrage, puisque ça, Denis pourra le redire, mais je pense qu'on était sur une rénovation au bout d'une quinzaine d'années à peu près. Ouais. Mais voilà, il faut aussi anticiper le fait que c'est pas forcément des systèmes, pour la partie notamment automatisme, qui seront mis à jour extrêmement régulièrement. Et donc, voilà, avoir cet aspect. C'est pour ça aussi qu'il y a eu pas mal de travaux, enfin d'échanges autour de l'aspect bureautique, même si l'idée c'était bien aussi de traiter le contrôle-commande, puisque pour avoir une défense en profondeur, il faut aussi déjà que la partie bureautique qui fait souvent tampon entre le contrôle-commande et l'extérieur soit vraiment à l'état de l'art et se dire que la partie contrôle-commande, on ne va peut-être pas la mettre à jour très régulièrement. Donc ça aussi, c'est des choses un peu à anticiper dans les façons de faire et donc peut-être aller plus loin parfois sur certains mécanismes par ailleurs en se disant que le maintien en condition de sécurité, on aura moins de latitude là-dessus. Et donc, pour finir pour ma part, voilà, derrière, il y a donc 10 scénarios de risque, 3 élevés, et donc on a proposé tout un plan de traitement de risque qui a été co-construit bien sûr avec STEMI et l'exploitant, et aussi avec l'idée on avait 5 mesures prioritaires en se disant, ça je vous le montrerai sur la slide d'après, que voilà, déjà en faisant ces 5 mesures-là, on estimait qu'on avait un plan d'action qui tenait sur 6 mois, on pouvait déjà avoir 2 des risques élevés qui basculaient en risque moyen. Est-ce que je ne sais pas, Denis, si tu voulais ajouter quelque chose sur ce Ouais, point-là, peut-être? moi, ce que je voulais juste, juste ajouter sur la partie entre les ateliers, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il y a les ateliers, il y a un gros travail de synthèse qui a été fait par les équipes avant de travailler les autres ateliers. C'est un travail important de synthèse avec ces étapes de restitution pour bien valider que, vu que chaque atelier, les éléments et la synthèse des ateliers vont orienter aussi les informations, orientent sur le résultat final, hein, et donc sur les scénarios de risque. Donc il y a une vraie importance à avoir ces étapes, ces ateliers, une bonne synthèse, une bonne restitution, une bonne compréhension, parce qu'il y a aussi un dialogue. Il y a, comment dire, comme dans chaque métier, il y a un dialecte. Il y a celui du barrage où on a certains termes. Dans la cyber aussi, il y a des termes assez particuliers qu'il faut digérer aussi, hein, parce que voilà, on a beaucoup de termes anglais sur des choses un peu particulières. Donc il y a vraiment que tout le monde puisse le comprendre, chacun à son niveau, parce qu'on voilà, on a certains qui vont être plus proches de la partie informatique, IT, où on va voir, voilà, il y a un langage. On va voir des, euh, on va prendre sur le maître d'ouvrage qui n'a pas forcément aussi toutes ses connaissances en termes de technique, mais avec une approche sécurité ouvrage qui est différente. Et voilà, il y a vraiment eu ce travail avec cette synthèse, restitution qu'on valide bien pour passer aux étapes suivantes, parce que bah voilà, si on va trop vite, et je pense que dans le timing, les 6 mois, il les fallait bien. Parce qu'il faut déjà réunir toutes les personnes, que toutes les personnes, on ait bien les bonnes personnes qui ont les bonnes informations pour qu'on arrive au bout à avoir une restitution et des livrables qui soit voilà, qui synthétise le plus d'informations possible. Et ça, je pense qu'aussi, on peut le faire qu'en prenant du temps et en faisant le choix des bons interlocuteurs autour de la table, c'est hyper important. Voilà, qu'on ait des angles de vue aussi différents pour apporter de l'eau au moulin et puis voilà, de l'information pour arriver vraiment à une belle analyse, je pense,
c'est vraiment ce qui a été fait là. On a pris le temps et on a pris le temps de le faire. Et il y a aussi cette capacité à venir organiser tout ça côté Iminetti où voilà. Quand les choses n'étaient pas forcément claires, c'était redemandé pour bien éclaircir les choses et pour arriver à un résultat final, voilà, qui soit pas une analyse avec voilà, mettez des VPN, mettez des sécurités, et puis voilà ce qu'on va entendre un peu de partout si on va un peu vite, mais voilà, avec un vrai atelier. Et on voit les diagrammes, je pense que aussi de notre côté et côté de toutes les parties prenantes, avec les outils de modélisation un peu plus graphiques, ça permet de peut-être plus comprendre, parce que la cybersécurité, voilà, ça, des fois, ça peut faire un peu mal à la tête, les réunions, les termes, mais je trouve que voilà, d'avoir des graphiques, des images et que ça soit modélisé, bah ça, Tony en parlera un peu plus, ça soit modélisé dans un outil, ça permet, voilà, d'aussi de mieux comprendre, et ces cartographies sont intéressantes. Voilà. Effectivement, bah, c'est aussi la force de l'outillage, effectivement, d'être capable Mhm. de vous proposer des choses un peu plus graphiques et puis aussi de pouvoir jouer un peu plus sur les différents niveaux de gravité, de vraisemblance, etc. un peu plus facilement que si on le fait dans un bon vieux fichier Excel. Et peut-être aussi juste pour finir là-dessus sur le plan de traitement des risques. Enfin, l'idée, c'est pas forcément de vous donner le détail des actions qui ont été recommandées, mais si on le reprenait par rapport à ce qu'on avait regardé dès l'atelier 1 sur le SOC, je pense qu'on retrouverait une partie des choses. Donc, il y a toujours cette théorie qui veut que dans les BioCRM, on pourrait s'arrêter à l'atelier 1 quand le SOC n'est pas complètement mis en œuvre. Là, par contre, je pense aussi ce qui a été vraiment une vraie plus-value de la démarche, c'est que c'est vraiment la prise de conscience, que ce soit côté exploitant et maîtrise d'ouvrage, de se dire, OK, ah oui, c'est vrai on fait pas ça, cette bonne pratique. Et puis là, on comprend pourquoi ça a un impact derrière, parce que c'est plus vraisemblable en fait que ce risque-là arrive. Donc je pense que toute cette démarche aussi, et je te rejoins Denis sur le fait que c'est vrai qu'au début, on avait peut-être été un peu ambitieux sur le planning. La mission, on a toujours envie que ça aille vite, mais des fois, voilà, faut laisser le temps aussi que ça mature. Et là, je pense que ça a été le cas sur notamment si je vais sur la restitution. Voilà, moi j'ai été quand même impressionné aussi du niveau d'écoute côté maître d'ouvrage, etc. Enfin, on a senti que les gens ils en retiraient quelque chose, qui voyaient vraiment le travail accompli, parce que le travail a été surtout accompli côté exploitant et STMI. Et puis eux, ils étaient un peu plus en recul, on va dire ça comme ça, même s'ils ont participé à différentes étapes de l'analyse de risque. Et donc là, je crois que c'était eux, enfin, en tout cas, c'est le message qu'ils nous ont passé à la restitution. Ils en ont vraiment retiré des choses. Et donc, ce qu'on a essayé de faire lors de ces restitutions, bah, c'est vraiment de synthétiser tout le travail, puisque on a fait une présentation d'une trentaine de slides pour vraiment rebalayer la démarche et les différents livrables qui avaient pu être faits à chaque fois. Et en plus de ça, donc, on a livré un rapport complet, donc qui est pour le coup un peu plus volumineux, extrait de l'outil ARM. Et aussi, ça c'était une vraie volonté aussi, notamment côté exploitant, d'avoir l'extraction de l'outil en se disant, bah, demain, dans un an, dans 18 mois, ou dans 2 ans maximum, de toute façon, cette analyse de risque, il va falloir la faire vivre, il va falloir la mettre à jour. Et donc, je préfère avoir déjà l'extraction de l'outil pour pouvoir la recharger dans l'outil le jour J et être capable comme ça de reprendre les travaux là où ils en étaient, et pas de repartir à zéro. Donc ça, là-dessus aussi, je pense que c'était une vraie plus-value d'utiliser l'outil pour ça. Et voilà, sur cette partie-là, restitution et livrable, je ne sais pas, Denis, si tu avais des points à ajouter. Non, puis moi, le seul point, c'est que bon, c'était encore plus vrai. Je rajoute un petit événement quand même qui s'est. Je sais pas, il y a quelqu'un qui. Un micro qui est... Il doit y avoir un micro qui n'est pas coupé. Oui, ce que je disais, c'est que en plus, bon, il y a eu une écoute encore peut-être plus attentive, parce que durant l'analyse cybersécurité, on va dire en plein milieu, il s'est passé un événement, c'est que l'exploitant a eu une attaque cybersécurité voilà, ce qui était sur les serveurs, donc c'était encore plus parlant, parce que voilà, on en a parlé, on l'attendait, mais ils ont été attaqués. Voilà, ça s'est passé, mais bon, il n'y a pas eu
de dégâts, on va dire. Voilà, il n'y a pas eu plus de dégâts, c'est resté au niveau informatique, mais voilà, c'était encore plus vrai. Et aujourd'hui, je pense que dans toutes les personnes qui sont là, les sociétés, il y a eu sûrement beaucoup de cas. On peut parler, nous, on a été aussi, on y est passé. J'en connais pas mal qui y sont passés. Voilà, donc, bon, c'est vraiment un sujet d'importance. Et pour finir sur la partie rapport, nous, ce qu'on avait demandé, c'est que on voulait avoir l'avis pour éditer ce top 5 des premières mesures parce que euh, il y a, il y a des mesures qui sont toujours. Il y a des mesures qui sont aussi. Il y a toujours aussi un coût entre réussir à il y a toujours un niveau de prix en fonction aussi, parce on est dans un monde où bah, il faut bien payer. À un moment, il y a certaines choses qui coûtent pas beaucoup d'argent, des bonnes pratiques très simples qui vont permettre bah, voilà, de passer, on voit sur le petit graphique, d'une zone rouge à une zone orange, voire à une zone verte, qui coûtent pas très cher et qui sont dans un timing réalisable très rapidement. Et il y a des mesures qui, si elle touche vraiment au cœur du système, alors ce n'était pas le cas parce que la rénovation déjà anticipait des matériels qui puissent supporter beaucoup de paramétrage pour réduire les attaques cybersécurité ou au moins, on va dire, sécuriser au maximum l'installation, mais voilà, qui peuvent coûter très cher, qui vont demander des budgets, qui vont demander des développements, des temps longs. Donc voilà, nous, on a demandé d'avoir une synthèse sur 5 mesures à court terme, moyen terme, qui puisse être fait rapidement, et après qu'on puisse mettre aussi des chiffres en face, parce que voilà, si c'est des grosses infras et euh, qui demandent énormément d'argent, bah c'est tout de suite vite compliqué. Ouais. Donc voilà, il y a eu vraiment un travail de synthèse qui a été fait pour nous faire des préconisations avec l'angle de vue et l'expérience, parce que à savoir que les personnes qui ont mené l'analyse de chez Minetti avaient quand même une très bonne expérience en système contrôle-commande et voilà, connaissaient bien le métier et aussi bien sur la partie dev et informatique qui était assez intéressant. J'ai trouvé qu'il y avait vraiment des grosses compétences aussi en développement, alors qu'ils nous parlaient plus à nous, mais voilà, c'était l'important aussi. Ouais. Merci Denis. Peut-être un petit focus sur l'outil, Tony. Ouais, alors avant de parler d'Agile Risk Manager, je vais vous parler un petit peu du sujet outillage en général, hein. Donc c'est vrai, tout à l'heure, Pierre parlait d'Excel. Il n'y a pas de tabou, hein. C'est très souvent là où on a tous démarré nos analyses de risque et puis on s'aperçoit très très vite qu'en réalité, pour mener ce genre d'activité, ben, il faut passer sur des outils. Alors pour un certain nombre de raisons. D'abord parce que, comme Pierre et puis Denis l'ont très très bien documenté sur les précédents slides, il y a énormément d'intervenants, il y a énormément d'allers-retours sur une analyse de risque. C'est quelque chose qui est très organique, c'est quelque chose qui est très vivant. Et donc, sans disposer d'un outil, d'une application qui vous permettra de garantir la cohérence de l'information au fur et à mesure où vous allez faire des allers-retours, au fur et à mesure où vous allez éditer ce que contient votre analyse de risque, on se retrouve assez vite avec des choses un petit peu cassées et puis pas très homogènes. Donc ça, c'est un premier point d'intérêt, j'allais dire, pour les applications en général. Le second, c'est le sujet de la cohérence vis-à-vis de la méthode. Alors, la méthode, elle amène un workflow, la méthode, elle amène un vocabulaire. C'est des choses qui ont été réfléchies, hein. Cette méthode, elle capitalise sur un savoir-faire qui a été construit au fil des années. Et donc, l'outil, il est là aussi pour assurer que quand on déroule la démarche, eh bien, la valeur ajoutée créée par la méthode est bien mise à profit et bien exploitée. Le troisième point sur lequel s'outiller de manière générale, c'est important, c'est l'aspect délégation. En fait, il y a un certain nombre d'activités quand vous faites une analyse de risque sur lesquelles il y a assez peu, enfin, qui sont des activités qui peuvent être assez répétitives, très
consommatrice de temps, etc. Et donc, c'est important. Un outil est là aussi, par exemple, pour prendre en charge la production des rapports, pour pouvoir permettre de construire des livrables. Alors, c'est jamais complètement automatique, hein, ce genre de choses. C'est toujours l'expertise du consultant qui permet de déterminer la qualité du livrable final. Mais une appli va prendre en charge la production des visuels, va générer de la documentation, va sortir des modèles de documents qui vont vous éviter de faire de longs et laborieux copier-coller. Le quatrième point, pardon, c'est la vie dans le temps et puis la maintenabilité de ces analyses de risque. C'est déjà un sujet complexe, alors qu'on a ici, sur ce périmètre-là, une maîtrise d'ouvrage qui était très investie et puis l'expertise apportée par Pierre Minetti sur le sujet analyse de risque. Il faut s'imaginer dans 18 mois, dans 2 ans, dans 3 ans, peut-être à un horizon encore plus lointain, réouvrir une analyse de risque sans avoir la garantie de la cohérence apportée par un outil, c'est un exercice qui devient vraiment périlleux, quoi. Voilà. De manière plus générale, un outil comme Agile Risk Manager, on a un gros effort. Alors, l'outil qui couvre la méthode des BioCRM, hein, c'est le label de toute façon qui garantit ça. Il y a un gros effort qui a été fait autour d'une facilité d'usage et d'une rapidité d'usage, parce que c'est des choses qui sont très importantes. Il y a beaucoup de données quand on manipule une analyse de risque. Et puis, un certain nombre de liens qui couvrent l'aspect justement industrialisation et puis capitalisation sur le travail qui a été fourni. Voilà pour l'aspect outillage. Merci Tony. Donc pour conclure, voilà, on s'est posé aussi la question finalement de quelle est la plus-value d'une analyse de risque, notamment sur un système industriel. Donc comme ça a été pas mal de fois, je pense, répété, c'est le côté aussi approche méthodique avec le fait de réunir l'ensemble des parties prenantes autour de la table et d'en faire un sujet compréhensible par tous. Ensuite, on est quand même dans l'anticipation, c'est que de se poser toutes ces questions, ça nous permet de prendre la mesure des impacts d'une attaque en amont. C'est quelque part aussi déjà être dans la réflexion par rapport à une crise d'origine cyber, puisque on commence à voir ce qui nous manque en termes de cartographie et autres pour bien connaître notre système. Ça peut permettre aussi de devancer les nouvelles réglementations, puisque ça n'a pas été évoqué, mais là, on n'était pas forcément dans un contexte réglementaire très contraint. Là, c'était vraiment une volonté de la maîtrise d'ouvrage de faire cette analyse de risque, mais sans doute que demain, c'est le type de périmètres qui seront couverts typiquement par la directive NIS 2. Donc, ça peut aussi aider à anticiper tout ça. Ensuite, il y a quand même un gros aspect de sensibilisation sur tout ce qui est bonne pratique, changer les habitudes. Ça, Denis, c'est vrai qu'il l'a évoqué, c'est vrai que parfois un peu pris dans le tourbillon du quotidien, on en oublie des choses peut-être un peu élémentaires. Et puis en termes de spécificité d'un système industriel, c'est vrai qu'il y a quand même toujours cette compréhension particulière des enjeux métiers. Le fait aussi de plus en plus de répondre à cette ouverture vers l'extérieur, puisque c'est quand même beaucoup des systèmes qui historiquement vivaient bien en vase clos et c'était plus confortable et ça arrangeait tout le monde. Et c'est vrai que cette ouverture vers l'extérieur pose des vrais enjeux. Et puis, comme je l'ai déjà un peu évoqué, c'est aussi le côté cycle de vie parfois très long de ces systèmes. Le fait aussi que là, c'était pas forcément le cas, mais sur des systèmes, on peut penser à des matériels roulants, des choses comme ça, sur les trains et autres. Voilà, une fois que le système il a été homologué pour rouler, il n'est pas forcément question de remettre tout ça en cause et faire de la rénovation, etc. C'est repasser par tout ce cycle-là qui est quand même très, très coûteux. Donc forcément, on a plutôt envie de laisser les choses en l'état. Donc voilà, c'est aussi ça qu'il faut prendre en compte et donc se dire que peut-être qu'il y a des choses qu'on n'a pas anticipées, des attaques, des vulnérabilités qui ne sont pas là aujourd'hui, mais il y en aura forcément dans 10 ans quand le matériel roulera encore, si je reste sur cet exemple-là. Et donc forcément, il y a des vrais enjeux derrière. C'est pas la même façon de sécuriser tout ça. On peut pas juste compter sur le Patch Tuesday de Microsoft pour le dire un peu de façon un peu simple. Donc c'est voilà les points qui nous semblaient importants de rappeler pour conclure ce webinaire sur la partie en tout cas échange. Je ne sais pas après s'il y a eu des questions. J'ai pas eu le sentiment d'en voir trop passer dans le chat. Non, je vois que. Ah oui, on a eu quelqu'un qui nous a mis un exemple d'attaque. Je ne sais pas si autrement ça peut se faire par vidéo ou micro interposé directement, si vous préférez les poser à l'oral plutôt qu'à l'écrit.
Oui, j'ai une petite question. Pour l'instant, on envisage seulement les mesures, mais j'ai toujours un manque sur le contrôle et la comment ça s'appelle là? Enfin, la maintenance corrective, quoi. En Vous fait, voulez les dire les points de contrôles au sens de de- auditer, des choses comme ça, non, s'assurer que ça a non, bien été le mis en œuvre? contrôle au niveau événement de cybersécurité. En fait, on se focalise sur le fonctionnement nominal des outils, mais sur le fonctionnement anormal, on a du mal à mettre des indicateurs dessus. C'est ma vision des choses actuelles. Euh, et c'est quoi? C'est par rapport à un problème normatif? C'est parce que les gens ne comprennent pas ce que c'est que l'outil, et du coup, ils se focalisent trop sur l'IT de l'outil, sur la partie IT de l'outil. Je sais pas, j'ai un peu de mal. Sur de la remontée d'événements sur les automates, Denis sera peut-être plus à même d'en parler. C'est vrai que ce qu'on peut voir effectivement, c'est parfois la volonté d'installer des choses qui font de la remontée d'événements, mais qui sont plutôt effectivement à la base faites pour l'IT, hein. On peut penser à certains EDR, etc., ou des produits, on va dire, proches qui peuvent être installés aussi sur des automates. Après, effectivement, sur les choses propres à l'automatisme, je ne sais pas en matière de... Non, mais par exemple, une surveillance sur un onduleur. Un onduleur connecté, le rôle premier de l'onduleur, c'est d'à partir d'une tension continue, c'est de fournir une tension alternative sur une activité de secours. Et ce qu'on met en avant quand on dit on fait de la supervision, on va dire on mesure le taux d'humidité, on mesure la température des batteries, mais on ne va pas mesurer si euh, comment dire, la fonction première est correctement restituée, à savoir si la tension qui est demandée à 230 volts alternative à 50 Hz est bien monitorée, quoi. Alors là, j'ai pas forcément de choses sur la question. Est-ce que, je sais pas, Denis, vous, si ça vous arrive côté automatisme ou des fois d'avoir ce type de supervision sur des... Après, ouais, après, je sais pas si c'est le sujet. J'avais plutôt compris que aujourd'hui je sais pas si le sens de la question, j'ai du mal un peu à comprendre la question, mais est-ce que ce qui serait sûrement intéressant aujourd'hui, c'est qu'on arrive à mesurer, on arrive à contrôler dans les appareils beaucoup de choses sur la partie process. Mais aujourd'hui, ce qui manque peut-être, c'est des outils d'analyse qui nous donneraient. On le voit un peu plus maintenant sur les téléphones ou les ordinateurs, où on voit le nombre de personnes qui ont essayé de rentrer sur les systèmes. Ces choses-là, c'est peut-être d'intégrer un peu plus ça dans les produits, comme une vraie surveillance du risque cyber ou d'attaque, que ça soit intégré dans les produits. C'est peut-être ça, mais j'ai eu du mal à. Ça, c'est au niveau, oui, échange de données. Mais après, le problème de l'outil, c'est que on est sur des éléments qui sont issus de l'industrie. Donc, les conséquences sont pas tout à fait les mêmes, quoi. Les conséquences peuvent être plus graves. Par exemple, sur un onduleur, on fait une mise à jour avec un firmware qui est forgé. On est incapable au niveau des porteurs de solutions, quand on leur demande est-ce que vous faites un contrôle d'intégrité au niveau du firmware, ça, ils ne savent pas faire. Ou ils ne le font pas, quoi. Après, aujourd'hui, hein, aujourd'hui, c'est la cybersécurité puis les bonnes pratiques sur toutes les outils pour toutes les sociétés. Ça va être comme là, moi, c'est on a eu plusieurs discussions sur ce sujet, hein. C'est comme la partie sécurité en entreprise. Nous, on a une certification MAS, voilà. On parle de Mm. sécurité des personnes, de porter ses Mm. EPI. Ouais. Aujourd'hui, la partie cybersécurité, je parle informatique sur les produits. Même dans une société, elle va être plus tard, je pense, au même risque de porter ses chaussures de sécurité et autres. Mm. C'est vraiment un Ouais. risque, mais
aujourd'hui, ça reste encore émergent. On en entend parler. Quand on n'a pas eu d'attaque, on ne sait pas trop ce qu'il en est, parce que c'est comme tout, hein. Quand on s'est fait tomber un moellon sur le pied, bah, aujourd'hui, c'est plus parlant que de la partie cybersécurité. Ça reste encore assez flou et voilà. Tout reste à faire. Je pense qu'on est vraiment au début. Ah oui, oui, bah, on le voit au niveau des différents organismes, ils sont vraiment au début de la normalisation, enfin de mettre en place des normes. Juste, on a 2 autres questions là sur le chat. Donc, c'est une question de savoir si le fait que les scénarios étaient très orientés sûreté et intrusion physique était une volonté du client ou pas. Pas forcément au départ. Après, finalement, c'est aussi le fait que ce soit sur un système et à la fois qui va communiquer un peu avec l'extérieur, mais qui n'est pas non plus extrêmement exposé, qui a fait que ces scénarios-là ont semblé finalement plus vulnérables, enfin plus vraisemblables, pardon. Donc c'est pour ça qu'ils ont été traités. Alors c'est vrai que, comme j'ai dit, il y en avait pas mal là-dessus, mais il n'y avait pas que ça non plus. Mais effectivement, là, c'est plus vraiment le déroulé de l'analyse de risque qui a fait qu'on s'est orienté vers ce type de première entrée, je vais dire ça comme ça, dans le réseau, la partie intrusion physique. Et sur le deuxième, sur la feuille blanche ou la bibliothèque, alors on a toujours des exemples de scénarios de risque, c'est sûr, on a une petite base de connaissances. Après, c'est vrai que ça peut être aussi un peu des fois le piège de trop vouloir repartir sur des choses qu'on connaît déjà. Là, clairement, sur le barrage, nous, enfin, même comme disait Denis, s'il y avait des gens dans l'équipe qui avaient une bonne connaissance, contrôle-commande, etc., personne n'avait déjà mis, je pense, les pieds sur un barrage. Donc, on est vraiment reparti, nous, plutôt en mode feuille blanche, en se disant, bon, là, il faut qu'on découvre, il faut qu'on discute avec les gens. Mais c'est vrai que souvent, ça va être, par exemple, moins le cas sur des... Enfin, quand demain, effectivement, si on refait un barrage, imaginons, peut-être qu'on se dira, tiens, peut-être qu'on peut aller chercher 2-3 scénarios types et imaginer qu'ils seraient toujours d'actualité sur un autre barrage. Mais là, alors, là, c'est vrai que nous, enfin, en tout cas, moi, personnellement, là-dessus, je suis assez réticent à trop vouloir repartir de base de connaissances. On en a, c'est sûr, mais on ne cherche pas forcément à ce qu'elles soient trop développées parce que bah, après, c'est quand même toujours intéressant d'adapter ça, je veux dire ça comme ça, au contexte client. Mais c'est sûr que on va pas se le mentir. Typiquement, demain, vous êtes une entreprise, là je bascule hors industrie, mais une entreprise qui fait du service. Le risque numéro un, on n'a pas besoin de faire une analyse de risque très longue pour vous dire que c'est sans doute du ransomware qui passera par du phishing. Enfin, ça, c'est les statistiques de l'ANSSI qui nous le disent. Voilà, mais on essaye quand même à chaque fois de repartir sur plutôt du nouveau. Alors, je vois qu'il y a une deuxième question qui vient d'arriver, je la lis en même temps. Ah oui, sur le socle de sécurité. Oui, est-ce qu'on a corrigé ou pas les écarts entre le socle de sécurité avant de passer aux autres ateliers? Non, ça, comme je disais, effectivement. Là, on a identifié des écarts qui ont été plutôt utiles pour la construction des scénarios et puis éventuellement pour la reprise dans les plans de traitement des risques, mais il n'y a pas eu de phase, comme vous avez vu aussi sur le timing de la mission, c'est vrai que entre le moment où on a eu le socle et le moment où on a restitué les risques, il s'est passé finalement, vu qu'il y avait eu le lancement, on va dire 15 jours, 3 semaines avant, il y a dû y avoir 4 mois et demi, 5 mois. Voilà, c'était pas suffisant pour permettre de traiter tout ça. Après, c'est sûr qu'au fur et à mesure aussi des échanges, forcément, là, on avait la chance d'être dans cette rénovation de système. Donc, en même temps qu'on avançait, il y avait éventuellement un petit peu, comment je vais dire ça, enfin, une évolution aussi de la rénovation du système. C'était l'avantage et tout l'intérêt de faire cette analyse de risque assez tôt et pas une fois que le système Ouais. était déployé. Oui, parce que pour information, je complète. Là, le système, il est en plateforme non loin de mon bureau, hein. On est toujours en plateforme là pour finaliser. D'ici à un mois, on devrait faire le premier basculement, le basculement du cœur du système des automates. C'est des automates redondants qui sont posés avec entre l'analyse qui a été faite et le temps de développement, parce que nous, on reprend un système, on est sur un barrage, hein, donc il y a toute une phase de recettage, de revalidation, parce qu'on est passé d'un matériel de la même marque, mais il y a une migration de programme, donc on doit vérifier les fonctionnalités, ajouter la couche cyber, donc on a ajouté la couche
cyber en fait en respectant sur les matériels. C'est pour ça qu'on n'a peut-être pas trop parlé de matériel, mais les matériels à la base étaient tous le cœur du système. C'est un automate qui est agréé, par l'ANSSI suivant un protocole. Donc ça, en allant sur le site, on a les matériels qui sont agréés et on a aussi la manière dont on doit le programmer. Et les fabricants ont ou un mode opération, on va dire un mode opératoire de programmation pour respecter ces règles-là. Parce que on a beau avoir l'outil, s'il est mal programmé, par exemple, il ne respectera pas les préconisations. Donc, on a fait cette analyse de risque au plus tôt dans la rénovation, parce que derrière, on change le matériel. Si demain, vous êtes dans une usine avec du matériel existant, il va y avoir peut-être une petite couche qui va être rajoutée. Là, on est vraiment dans un processus où on rénove, mais on rénove carrément le cœur, on change tout le matériel. Donc, entre le laps de temps de fin de cette analyse, une partie des informations ont été traitées techniquement dans le contrôle-commande qu'on va remettre et une autre couche, un marché complémentaire sortira pour rajouter des couches particulières qui ont pour essayer de combler toutes les failles possibles, voilà, pour le plus de sûreté. Mais ça va se faire en 2 temps.